all who come to this happy place, welcome. Et maintenant, je déclare ceci officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. C'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Bonsoir à tous. Hop, je vérifie que le son fonctionne. J'ai l'impression que oui. Voilà. Donc bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de Chronique Disney. Donc la saison 5, ce sera l'épisode 1. Où ce soir, nous allons parler du nouveau spectacle nocturne de Disneyland Paris, Disney Tales of Magic, en présence de Virginie et Megan. Je vous laisse vous présenter en 2-3 mots. Bonjour, moi c'est Virginie, donc je suis ravie d'être là et de parler un peu de Disney Tales of Magic. Bonsoir, eh bien, je suis ravie d'être là aussi, cette fois de l'autre côté en tant qu'invitée et non plus en tant qu'animatrice comme vous avez pu le voir sur la saison précédente. Et je suis ravie de pouvoir céder la place à Romain et de parler sur ce super spectacle. Bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous avoir toutes les deux. C'est vrai que c'est un peu un retour de ma part sur Chronique Disney le live que nous avions lancé avec Laurent il y a quelques années, je ne me rappelle plus. Laurent s'en rappelle, mais moi je me rappelle. J'oublie. Donc tout ça pour dire, voilà, je suis très content de là ce soir et donc de parler de ce nouveau spectacle du Disneyland Paris qui est un succès, hein, voilà, on peut le dire. Et je vous propose de commencer par une petite vidéo promotionnelle d'une petite minute pour voir de quoi on va parler. Et je lance la vidéo. Find it in your mind, in your soul. Find it in the young and the old. Find it in a friend wherever you are. You don't have to look too far. You have it in your heart. It's timeless like a classic. Everywhere it's begging you to catch it. Live in magic, pour une vie magique. Très courte hein, pour présenter vite fait le spectacle visuellement, même si on va rentrer plus dans le détail. Laurent, je pense pas que tu étais né, enfin tu étais déjà né. Et d'ailleurs, je salue du coup Cathy et Corentin dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, avec plaisir qu'on vous répondra. Ou qu'on essaiera de vous répondre, parce qu'on n'a pas la réponse à tout. Du coup, je vais laisser la parole d'abord plutôt à Megan, si tu veux un peu nous présenter le spectacle, les scènes, assez rapidement. De quoi parle Disney Tales of Magic? Alors, le résumer rapidement, c'est très difficile puisque c'est quand même un show qui dure environ 20 minutes. Entre 20 et 22 minutes, j'ai eu du mal à le timer exactement. C'est un show absolument magnifique qui est porteur de messages comme l'amour, comme l'espoir, la persévérance. Bon, vous me direz, c'est pas des messages qui réinventent la roue, mais ils sont très bien amenés dans différents tableaux et que je vais vous présenter dès maintenant. Surtout si c'est trop long, Romain, n'hésite pas à m'interrompre parce que Ça marche. c'est difficile de synthétiser autant de personnages, autant de scènes. Il faut savoir que du coup, il y a beaucoup de techniques qui a été déployée pour ce spectacle. On a de la vidéoprojection, on a des jets d'eau, on a les fontaines dans tous les sens, des drones et des effets pyrotechniques. Donc, ça fait quand même beaucoup. Sur le premier tableau, là, on est vraiment sur un message, dans un premier temps, d'amour père-fils avec Pinocchio et Geppetto,
qui laisse ensuite place à l'amour d'un couple avec Cendrillon et le prince Henri. Donc là, on a quand même la base de ce qu'est l'amour. Et on a également ce côté très magique avec les fées, puisqu'on a Marraine la bonne fée qui accompagne Cendrillon et la fée bleue qui accompagne Pinocchio. La transition se fait sur Mary Poppins qui s'envole et le point qui lie Marraine la bonne fée, la fée bleue et Mary Poppins, c'est une sorte de passation de relais témoins par leur baguette magique. C'est vraiment très bien amené. D'accord, donc elle Et se fait conducteur de la magie, c'est ça? voilà, exactement. Elle se passe tour à tour la baguette qui s'envole avant de retomber par la plus haute tour du château. Et c'est ce qui fait la transition entre les trois scènes. Donc, la fée bleue pour Pinocchio et Geppetto, Marraine la bonne fée pour Cendrillon, Prince Henri, et Mary Poppins qui vient juste changer de décor et amener un tableau différent, un peu plus urbain, avec le décor londonien. Et toute cette scène est portée par la nouvelle musique qui a été créée par l'occasion, Live in Magic. Suite à l'envolée de Mary Poppins, on arrive sur un passage de narration, donc là en français et en anglais, et on tombe sur un autre tableau, cette fois qui est porteur des messages de vice-versa. Peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va, excuse-moi Mégane, peut-être qu'on va juste demander les avis par scène pour pas éviter un exposé, qui est Ouais, très bien. c'est Sinon, ça va difficile. faire un exposé. Du coup, cette première scène là, qui est commencée d'abord sur l'amour paternel, Geppetto vers Pinocchio, puis sur Cendrillon et Mary Poppins. Oui, exactement. Alors, pour préciser, Mégane, toi, tu l'as vu dans des conditions particulières parce que Oui, tu ne l'as vu exactement. qu'en vidéo, c'est ça? Exactement. Moi, je n'ai pas encore eu la chance d'aller à Disneyland Paris, donc je l'ai découvert uniquement au travers de captations sur YouTube. Tu as un nom d'une chaîne particulière que tu as regardé, histoire de leur faire un peu de pub, ou sinon Euh, un En camarade? vérité, pour pouvoir le voir dans son intégralité et voir l'ensemble des points de vue, j'ai regardé plein de vidéos. Et c'est surtout qu'en fait, vu qu'il y a eu des ajouts après la première diffusion, j'ai quand même regardé plusieurs vidéos pour voir les petits changements qu'il y avait eu, voilà. Notamment avec l'illumination de la deuxième étoile qui n'était pas là au début. Mais je trouve ça très intéressant parce que c'est un mode de consommation, on en parlait un petit peu avant le live avec Virginie, c'est un mode de consommation de plus en plus de gens, de regarder les spectacles en ligne via YouTube, parce qu'il y a d'excellentes chaînes, j'ai plus les noms en tête, mais tu as énormément de chaînes qui font de très bonnes captations vidéo, hein, avec un matériel quasiment professionnel. Donc c'est Bah, vraiment en mode, c'est DLP, intéressant. DLP Dream Plus a une captation 4K absolument incroyable. Je pense que la personne utilise du matériel de très bonne qualité. Son matériel est posé sur trépied, ce qui fait que ça ne bouge pas et on a l'impression d'y être en fait. D'accord. Et du coup, toi, t'en as pensé quoi? Alors peut-être d'abord Virginie qui l'a vu en vrai. Tu l'as vu combien de fois Virginie le spectacle depuis le... Je l'ai vu 2 fois. La Deux première fois, c'était le jour de l'ouverture, hein, c'est-à-dire c'était le premier jour. J'étais pas très bien placée parce que je suis arrivée 5 minutes avant le début du spectacle, donc j'étais complètement sur un côté, donc j'ai pas beaucoup vu toutes les scènes sur le château, mais par contre j'ai vécu l'immersion dans Main Street et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ensuite, je l'ai vu une deuxième fois où j'étais plutôt au centre de Main Street, du côté du restaurant Walt. Et là, bon, ben, c'était à la fois central et j'ai tout vu et j'ai eu la chance les 2 fois d'avoir toutes, tous les Tu l'as vu en effets. conditions optimales. Voilà, dans les conditions optimales, c'est-à-dire à la fois les drones et puis les feux. Bien sûr. Moi, je l'ai vu du coup jeudi dernier, en très bonne compagnie. Je salue les personnes qui étaient avec moi, qui sont peut-être là sur le live. Par contre, voilà, je l'ai eu en conditions dégradées à cause du vent, parce qu'on avait la tempête. Eowyn qui est arrivé en France, donc j'ai pas eu les drones notamment, mais j'ai quand même apprécié le spectacle. Du coup, on va faire dans l'ordre la condition optimale. Virginie, t'en penses quoi de cette première scène avec Marraine la Bonne Fée, Mary Poppins, et j'ai encore oublié, j'ai oublié, je sais plus qui. Cendrillon, Cendrillon, Pinocchio. Marraine la bonne fée, Pinocchio. C'est Pinocchio, j'ai oublié.
T'en as pensé quoi, du coup, toi, Virginie, de cette scène? C'est une ouverture hommage. J'ai eu l'impression que c'était une ouverture un peu hommage. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça magnifique que l'on ouvre sur les premiers films qui sont de l'époque de Walt Disney. C'est-à-dire que ce sont les films qui sont d'abord mis en avant, et ce sont ceux qui ont, à l'époque où Walt était encore là. Et je trouve que c'est assez symbolique d'avoir choisi pour ouvrir, pour raconter une histoire féerique, ces films-là. Même s'il n'y a pas Blanche-Neige arrive plus tard, mais je veux dire que là, c'est quand même l'impression que l'on ouvre sur une période où naissait la magie. Sous la magie avec, avec la fée bleue, c'est quelque chose de marquant, on va dire, dans l'imaginaire Disney. Et toi, Megan, t'en as pensé quoi? En vidéo, du coup? Alors, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle ouverture et c'est surtout que ces premiers messages accompagnent très bien la nouvelle musique. Je, j'ai bien aimé le rapport entre les premières paroles et ces scènes pleines de magie, en fait. Et ça coïncide très bien et surtout, ça amène de manière très fluide et naturelle la narration qui se fait à la fin de cette scène, en fait. Du coup, j'en profite, hein, pour indiquer que la musique a été composée pour le spectacle. Elle s'appelle La Ville Magique. Elle a été composée par Noémie Legrand, Tony Ferrari et Key West. Chantée en anglais et en français par Noémie Legrand. Et ça a été enregistré au studio Air Studio à Londres avec un orchestre de 100 musiciens. C'est assez complet, je pense, comme info. Là, je peux pas faire plus. Euh, alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé quelque chose de novateur, mais on va peut-être aussi en reparler un peu sur la fin. Moi, j'ai vraiment aimé la partie avec Mary Poppins, qui est sur la fin de la scène, hein, c'est ça? Notamment pour le côté mapping sur Main Street. Parce que du coup, voilà, c'est la grande nouveauté, c'est qu'il n'y a pas eu des mappings que sur le château, il y a le mapping sur tout Main Street. Donc moi, j'étais placé au niveau de, ben, comme toi, à la croisée avec le Flower Street et Main Street, au milieu. Et c'est vrai que c'était incroyable de voir ce Main Street revu à la sauce londonienne, on va dire, avec ses murs en briques, etc. Je trouve ça vraiment super. C'est vrai. Du coup, Megan, je te laisse enchaîner sur la seconde scène. Alors, du coup, je ne crois pas que j'avais encore parlé du tableau dédié à vice-versa. J'avais seulement commencé. Donc, je vais reprendre ici. Là, on a du coup un tableau, comment je pourrais dire, qui est, je trouve, très réel, dans le sens où, vu qu'on se connecte à Riley et surtout au centre névralgique avec ces émotions qui nous parlent tous, je trouve que c'est un tableau qui s'ancre vraiment dans le réel sans pour autant briser la magie. Et on retrouve du coup toutes les émotions de vice-versa. Riley apparaît avec ses parents sous forme d'un souvenir puisqu'ils apparaissent dans la bulle jaune d'un souvenir du coup assez joyeux. Mais l'ambiance change puisque le tableau devient sur la fin beaucoup plus sombre avec un orage qui éclate. Et là, dans la deuxième étoile, on reconnaît un médaillon parfaitement identifiable. Il s'agit de celui de Vaiana qui amène du coup le tableau suivant. Je m'arrête là avant de présenter le tableau suivant. Comme je disais, c'est pour essayer de rendre le truc un peu plus dynamique. Bien sûr. J'ai pas des souvenirs mémorables de cette scène, en vrai. En fait, il se passe pas grand-chose. C'est surtout, on a des rapides apparitions du coup de tous les personnages. À la fin de ce tableau, pour faire la transition avec l'orage qui éclate, le tableau est plutôt teinté de bleu avec une image assez triste du coup de Riley. Il y a sur les fontaines aussi des projections bleues qui viennent englober et plonger vraiment dans cette dimension assez mélancolique. Et on a du coup des souvenirs un peu en pagaille dans tous les sens. On a d'ailleurs un éclat de feu, si je me souviens bien, quand on a Colère qui est sur la gauche du château. À un moment donné, il tape du pied, on a un éclat de feu. En dehors de ça, il se passe
pas grand-chose de plus dans cette scène, comparé à la succession des personnages de la scène d'avant. Mais t'en as pensé quoi, toi, Virginie, de la scène? Alors, moi, c'est une scène très courte, hein, donc du coup, pour moi, c'est une scène qui introduit la partie sentiment, en fait. C'est la magie des sentiments, un peu des émotions et voilà. Parce que bon, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas, j'aime beaucoup vice versa, mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Dans le spectacle. Voilà, dans le spectacle, hein. Même ça fait, moi, je trouve ça plaisir de voir les personnages de vice versa et de Vaiana. Alors certes, c'est des personnages vieux, mais qui sont encore d'actualité, notamment avec les suites qui sont relativement récentes. Je trouve ça chouette quand même que Disneyland Paris synergise un peu avec les sorties récentes, on va dire, même si c'est les suites, c'était quand même assez chouette de voir ces personnages récents dans un spectacle et enfin, surtout vice versa. Alors certes, on a les deux personnages, on les avait sur le spectacle des 30 ans, mais on les avait pas sur le show nocturne, donc je trouve ça chouette de les voir. Oui. Après, je trouve qu'il n'y a pas forcément un point commun entre vice versa et Vaiana. Vaiana, ça introduit peut-être ce qui se passe après. Et du coup, Mégane, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, après, du coup, on a un tableau qui vient contrer la magie du premier tableau et l'ambiance assez joyeuse des souvenirs qu'on a majoritairement sur le deuxième tableau, puisque là, on a quand même quelque chose d'assez sombre, avec un déchaînement des éléments. On a Vaiana qui apparaît en lien avec vice-versa, du coup, sous forme de souvenir, avec sa petite sœur, sa mère et son père. Mais c'est assez, comment dire, c'est assez tragique puisqu'on a quand même une montée des eaux qui se fait sur le château et on retrouve les premiers messages qui étaient portés puisqu'on a Vaiana qui se reconnecte à elle-même, qui fait preuve du coup de courage, elle embrasse son destin, sa destinée en quelque sorte, d'être une aventurière. Et du coup, elle retrouve confiance en elle, elle puise dans son courage, comme je vous l'ai dit. Les couleurs changent et le tableau devient beaucoup plus lumineux. On a du coup ce message vraiment d'espoir qu'on retrouvait au début, notamment avec les fées. Donc, on a quand même une connexion logique qui se fait avec les premiers messages. Et dis-moi si je me trompe, hein, parce que peut-être que mes souvenirs ont mélangé les scènes. C'est la scène finalement la plus sombre, hein, j'ai pas dit triste, sombre du spectacle. Alors, c'est un avis totalement personnel, mais pour moi, c'est pas la plus sombre du spectacle. D'accord, donc peut-être que j'ai juste oublié, j'ai une très mauvaise mémoire en ce moment. Pour moi, la plus sombre arrive un peu plus tard. Je saurais plus vous dire dans quel tableau, mais elle arrive plus tard. Du coup, vous en avez pensé quoi, Virginie, Mégane, de cette scène de Vaiana exploratrice? C'est une très jolie scène. Bon, moi, j'adore Vaiana et Vaiana 2. Donc, voilà, je suis ravie effectivement qu'on fasse la part belle, enfin, qu'on mélange à la fois les productions nouvelles et les productions anciennes. Voilà. Après, je pense que là, on peut étirer le spectacle pendant 1 heure parce que c'est pour moi aussi une scène qui dure pas très très longtemps, quoi, sur le temps du spectacle. Et qui fait. Parce que moi, je l'ai senti comme une connexion avec les scènes qui arrivent après, en fait, qu'on est sur l'aventure avec Vaiana. Et donc, après, on va avoir une série de scènes qui sont aussi pour moi sur l'aventure. J'ai plutôt suivi le schéma de dire que les magies, pour moi, l'histoire raconte différents styles de magie. Donc, la magie. Du coup, là, ça serait la magie de l'aventure? Ouais, voilà, et on a d'abord la magie un peu des contes de fées. Ensuite, on a la magie des sentiments, et puis, enfin, de quelques sentiments, ceux de, par exemple, bon, là, on va vers l'aventure, et ensuite, on aura d'autres types de sentiments au fur et à mesure que défilent les magies. Je te rejoins complètement, Georgine, sur cet avis. Et moi, j'ai particulièrement aimé cette scène
parce que sur le premier tableau, on a quand même beaucoup parlé d'amour. Sur le deuxième, on a parlé du lien avec ses sentiments, avec la famille. Et vu que le tableau se termine avec Riley qui est assez perdu, au final, Vaiana vient compléter sur un message d'espoir puisqu'elle trouve confiance en elle-même et elle puise dans sa propre force. Donc c'est un message au final de confiance en soi que j'aime beaucoup et je trouve qu'il fait parfaitement le lien avec les scènes d'avant, tout en montrant qu'il est important de compter sur soi et de savoir s'aimer et d'avoir confiance en soi. Un beau message. Et du coup, on enchaîne sur quelle scène après? Quelle est la prochaine Alors, magie? après, on enchaîne du coup sur un message qui est dans la lignée du tableau de Vaiana avec un message que je qualifierais un peu de girl power, puisqu'on a surtout Belle et Mulan qui sont mises en avant, donc deux princesses, mais elles sont mises en avant avec beaucoup d'émotion, puisque on ne vient pas souligner leur relation de couple au final, mais on vient souligner une nouvelle fois, comme avec Vaiana, le fait qu'elles existent par elles-mêmes, notamment au travers du choix des chansons, puisque Belle chante du coup la chanson d'ouverture qui est éponyme, la chanson de Belle, et pour Mulan, on a la chanson Réflexion. Et du coup, là, on véhicule encore une fois des messages de courage, de force, de détermination. Et donc, c'est un beau clin d'œil féministe, je trouve, si vous m'autorisez ce terme. Tu es tout autorisé. Moi, j'aimerais vous soumettre une réflexion personnelle à ce niveau-là. Ok. Parce que c'est quelque chose qui m'avait déjà marqué en Floride sur le nouveau spectacle nocturne, qui, je trouve, est aussi présent dans ce spectacle-là, et on va le voir aussi sur des concepts d'art pour la dernière partie de l'émission, qui est qu'on retrouve de plus en plus des personnages des dessins animés des années 90 dans les spectacles, dans les parcs. Mhm. Et moi, je me demande Oui. si c'est pas lié au fait que la génération des 90, dont je fais partie, est pas en train d'arriver en fait au poste de créatif ou voire de décision, et que du coup, on a cette impulsion-là. Voilà, c'est mon ressenti. Je me trompe peut-être, mais est-ce que vous avez un peu ce ressenti-là aussi? C'est vrai qu'il y a un renouveau sur les films des années 90, hein, puisque bon, Quasimodo a déjà été mis en avant dans d'autres spectacles, mais c'est vrai qu'on a Mulan cette fois-ci, forcément, on a toujours la petite sirène, hein, Ariel. Et là, effectivement, comme le dit Mégane, c'est surtout sur les héroïnes que ça va porter, c'est-à-dire qu'ils sont mises en avant. Et pour moi, c'était la magie de l'aventure, plutôt. Là, on était sur la magie de l'aventure et de l'accomplissement, des destins qui s'accomplissent, chacun qui prend un peu en main son destin, aussi bien de Quasimodo à Mulan, à Ariel. Mulan, Des héroïnes qui ne sont plus passives, mais des personnages qui vont au-devant de leur destin. Exactement ce que j'allais dire. Ah oui, c'était une très belle scène que j'ai vraiment appréciée, avec toujours aussi cette immersion dans Main Street, hein. Moi, je conseillerais presque aux gens de se mettre dans Main Street et pas forcément sur Central Plaza pour voir le spectacle. C'est vraiment, je crois que c'était Hello Disneyland, hein, où j'avais lu des emplacements un peu privilégiés. Enfin, c'est une amie qui m'a dit regarde sur Hello Disneyland, il y a des emplacements qu'elle conseille. Et c'est vrai que se mettre en plein milieu de Main Street, je trouvais que ça apportait quelque chose. Et sur ces scènes aussi avec Mulan, où il y avait toute une immersion en fait qui était liée. Enfin, très belle scène. Mais est-ce que tu m'autorises, Romain, de placer juste un petit point négatif? Tu peux, si c'est justifié, pas de problème. Oui, et c'est surtout que dans ce message vraiment porteur de princesse qui embrasse son destin, j'aurais aimé voir plus que Belle et Mulan. Parce qu'il n'y a pas qu'elle. Voilà. Ah, mais je trouve pas que Mulan soit surreprésentée dans les parcs, en vrai. Non, elle n'est pas surreprésentée, mais ce que je veux dire, c'est que c'est réducteur de s'en tenir qu'à deux princesses. Même si je conviens qu'on peut pas mettre tout le monde sur un seul et même tableau, vu que Belle revient à plusieurs reprises dans la globalité du spectacle, j'aurais aimé voir une autre princesse. Je comprends. Je pense que c'est surtout une question de popularité.
Il y a des grandes chances. Il y a des La grandes petite chances. sirène et Belle et la Bête sont. Le Roi Lion. Ah bah oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Mais je comprends, c'est vrai que peut-être un peu plus de diversité, c'est vrai que si t'as déjà le personnage sur une autre scène. Après, si c'est le seul défaut qu'on trouve, ça va, c'est que c'est quand même un très bon spectacle. C'est vrai, mais par exemple, Anna aurait eu complètement sa place. Tout à fait, mais il me semble qu'il y a quand même une scène Reine des Neiges. On les voit plus tard, non? On les voit juste en apparition dans la scène finale. Mais bon, là, on part. Enfin, on Du coup, passons à la s'avance scène suivante, plutôt. Voilà. Voilà. Du coup, le tableau suivant, eh bien là, tu en as parlé un peu tout à l'heure, Virginie. C'est la reprise de Quasimodo sur la musique Rien qu'un jour, qui fait écho du coup à la scène de Disney Dreams, puisque on retrouve à peu près la même chanson, la même position du personnage. On a de nouveau une rapide apparition de Belle, de Mulan et de Vaiana en lien avec le tableau précédent. Et apparition surprenante mais qui fait plaisir, on voit Hercule dans cette scène. C'est un tableau qui est quand même relativement rapide avec une succession d'images, mais le tout est porté par un message, je dirais, d'espoir et du coup de croyance en son destin. Et là, c'est vraiment l'amour qu'on se porte à soi-même, je dirais, qui caractérise vraiment cette scène et qui vient conclure, je dirais, presque ce chapitre 1, puisqu'on va en ouvrir un second après. Vous allez dire que j'ai une idée fixe, c'est pas le. Il n'y a pas ça dans le spectacle, hein, j'ai juste une idée fixe. C'est que Hercule, typiquement, c'est un symptôme aussi de ce que je disais, que les années 90 arrivent à fond dans les spectacles. Hein. On a même une scène pareille à Disney World. Enfin, moi, c'est très symptomatique. Je vais juste en profiter pour indiquer que la projection vidéo a été grandement améliorée par rapport à Disney Dreams, notamment, c'est la parfaite scène dont tu parlais, Quasimodo, comme tu le disais. Hein. C'est quasiment image pour image la même que celle de Disney Dreams. Et voilà, par contre, ils sont passés de 25 à 50 images par seconde. Ça se ressent sur la fluidité. En fait, ils ont fait appel à une société extérieure dont le nom m'échappe. Alors, je te l'ai donné tout à l'heure, Virginie, ce qui m'énerve un petit peu de ne plus retrouver l'info quand j'en ai besoin. Tac. Je reprends mes notes, je suis désolé. Voilà, ils ont fait appel à l'expertise du fournisseur North House pour la qualité des projections. Donc, et clairement, ça se ressent sur cette scène. Complètement. On a même l'impression de voir une autre scène alors que c'est exactement la même. Ah, mais image pour image, c'est la même. Alors c'est la même, mais franchement, entre le flou qu'il y avait, enfin, on voit que la technologie a énormément évolué de Disney Dreams à Disney Illumination et maintenant à Tales of Magic. C'est-à-dire que c'est vraiment le jour et la nuit. Là, il y a une netteté sur les projections, sur le mapping et d'autant plus sur le château, mais également sur toutes les façades de Main Street. D'ailleurs, pendant que j'y pense, par rapport à des projections Main Street qui étaient aussi de très bonne qualité sur cette scène-là, sur la façade du Market House Delicatessen, vous avez les mêmes projections que sur le château. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que voilà, même si on est loin du château, potentiellement, on voit ce qui se passe en bas du château parce que c'est remis. Alors, vous l'avez en double, hein, forcément, parce que, mais au moins, vous voyez ce qui se passe quand vous avez des gens qui sont grands devant vous, ou encore pire, des enfants sur les épaules. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et du coup, je vais en profiter pour revenir sur une question dans le chat qu'a posé Timon Timové, car je suis obligé de répondre aux questions de Timon, sinon je vais me faire engueuler le soir, et après je vais au cachot sans manger. C'est pas me donne du pain sec et de l'eau. Qui était la proportion de français-anglais. Parce que du coup, la chanson Rien qu'un jour est en français. On a, je trouve, une bonne répartition quand même. Hein. On est presque sur du 50-50. Rien que dans les... En tout cas, sur les narrations, on est sur du 50-50. Ce que dit l'un est traduit par l'autre. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais sur les chansons, je trouve qu'on est quand même assez paritaire. Non. Moi, je suis moins d'accord avec toi. Je trouve que sur la narration, je suis d'accord. Par contre, sur les chansons, moi, j'étais en mode, il y a beaucoup d'anglais quand même. Oui, il y a plus d'anglais que de français sur les chansons. Et il y a même de l'espagnol. Oui. Il y a même de l'espagnol. On parlera de la scène plus tard. Et la question qu'on se pose, peut-être que dans le chat, vous le saurez mieux que nous, ou
Pour les gens qui écouteront en replay, soit ils regarderont la vidéo en replay, soit ils l'écouteront en podcast. Si vous avez de l'info, venez nous voir, nous envoyer un petit message. Mais il nous semble que la chanson en espagnol, dont Mégane, tu as le nom parce que tu me l'as dit tout à l'heure. Moi, je Oui, l'ai déjà alors, oublié. pardonnez mon espagnol, hein. Dos Oruguitas. Voilà. Et la première fois qu'on a une chanson en espagnol dans un spectacle nocturne à Disneyland Paris, ça on est quasiment sûr. Et peut-être même dans un spectacle tout court. Voilà, donc je fais un appel aux auditeurs et spectateurs pour savoir si on se trompe ou pas. Mais moi, de mémoire, alors ça fait quand même longtemps que je fréquente le parc, de l'espagnol dans un spectacle, j'en entends pas souvent. Est-ce que dans Together, la scène Coco a pas un peu d'espagnol, non? Ouais, mais c'est pas la chanson entière. C'est ça là, il y a vraiment C'est la pas la section de chanson la en chanson. entier, hein. Mais il me semble qu'il y a une partie en espagnol. Voilà, donc si vous avez l'info, donnez-la nous, on fera un petit erratum ou pas. Du coup, scène suivante. Alors, comme je vous le disais, là, c'est un peu comme si on clôturait le chapitre 1 et qu'on ouvrait, qu'on tournait la page sur le chapitre 2, puisqu'on vient quitter la terre ferme pour s'envoler dans l'espace. On a un tableau du coup qui s'ouvre sur un ciel étoilé et apparaissent du coup Lilo et Stitch à bord de leur fusée. Donc là, on est vraiment dans une sorte de petite course-poursuite de jeu entre les deux personnages. Et on a d'ailleurs l'apparition des tout premiers drones qui viennent former des étoiles autour du château et qui viennent agrandir la scène. Donc on est vraiment captivé par cette notion un peu intergalactique. J'enchaîne sans transition sur la suite, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus que cette petite course-poursuite avec 2-3 échanges de mots entre Lilo et Stitch. Mais la scène est immédiatement suivie du coup par Buzz l'éclair qui arrive du coup en volant. Il y a cette notion vraiment de vitesse avec ces spectres lumineux et il entre en combat contre l'empereur Zurg. On a d'ailleurs les drones qui forment le logo du restaurant Pizza Planet. Donc là, on a vraiment pour la première fois un motif qui est vraiment dessiné par les drones. La scène est assez longue au final parce qu'on a quand même tout ce combat entre Buzz et l'empereur. Et la scène se termine par Zurg qui est attrapé par le grappin. Et on a du coup les aliens qui viennent faire la fête pour célébrer la victoire de Buzz du coup. Et on a même des traits d'humour avec un alien DJ qui est en train de mixer sur le château. Avec Voilà. une version remixée de You've Got a Friend in Me, la chanson star de Exactement. Toy Story. Et j'ai adoré la réorchestration de cette musique. J'en profite pour dire qu'en fait, il y a... Elle est hyper vintage. Ouais, mais j'ai adoré. Moi, ça assez vintage. me rappelle mon enfance. Je suis plus très jeune. Et c'est vrai qu'en fait, on a plus de 20 morceaux iconiques qui ont été réarrangés pour le spectacle. Il y a eu un gros travail sur les chansons, mais ça, Disneyland Paris est expert là-dessus, à nous faire des très bonnes bandes son et nous le montre encore une fois avec ce spectacle. Avant de donner la parole à Virginie, du coup, je vais enchaîner sur mon avis. Moi, c'est une des scènes que j'ai presque peut-être préférée, avec ce mapping sur Main Street encore une fois. C'est vrai que c'était chouette. Enfin, t'as une bonne transition entre peut-être la magie de l'aventure et la magie de l'amitié. Je pense que c'est ça finalement. C'est ça. Parce que You Got a Friend in Me. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très bien amené. C'était une très belle scène. Oui, moi, c'est aussi la magie de l'amitié, c'est une des parties que j'ai préférées. D'abord, c'est une partie très joyeuse. Et puis, ça m'a rappelé qu'à Disneyland Paris, on aime beaucoup mettre Stitch en avant pour interrompre un peu les choses, notamment les spectacles, faire envahir les différents lands. Et notamment, il y a eu les Stitch Invasion. Donc là, ça m'a un peu fait cette impression-là, en fait. Le Stitch Invasion dans le spectacle, il arrive, il débarque et il fait... Il fait Stitch. Il fait son... voilà. Il fait son Stitch. Et je crois que Tim Allen
il a participé puisqu'il a enregistré les nouveaux dialogues. Normalement pour ce Tim Allen a spectacle. participé. Oui. Donc Tim Allen, la voix originale de Buzz, a accepté d'enregistrer les nouveaux dialogues pour le spectacle. C'est fantastique d'avoir les vraies voix qui viennent faire de l'enregistrement pour le spectacle, ça c'est vraiment chouette. Ah, j'ai perdu ma caméra apparemment. Oui, on ne te voit plus. Bon bah ouais, je vais regarder de suite. Dans ce cas, Mégane, tu peux continuer à nous dire Eh ben, je continue ton sur le tableau. ton avis et continue sur le tableau suivant pour que je règle. Alors, mon avis, c'est que j'ai adoré cette scène. Alors, et pour autant, je ne suis pas une fervente défensrice, comme ça qu'on dit. Enfin, je porte pas vraiment Lilo et Stitch dans mon cœur, mais pour autant, j'ai bien aimé cette scène. C'est assez cohérent d'avoir Lilo et Stitch et d'avoir Buzz. Et surtout, j'ai bien aimé du coup ce clin d'œil avec l'attraction qu'on retrouve à Disneyland Paris, Buzz Lightyear. Laser Blast. T'as vu, je fais attention à mes nomenclatures, Romain. Bravo, bravo. Mais parce que je me souviens dans cette scène, on retrouve des cibles, on voit du coup un astro laser. Donc j'ai trouvé que c'était un clin d'œil vraiment sympa à ce qu'on retrouve aussi dans le parc. Et surtout, la musique est absolument géniale. C'est entraînant, c'est changeant, c'est moderne, tout en ayant des sonorités assez vintage des premières musiques électro, donc vraiment très sympa. Pour enchaîner sur le tableau suivant, c'est un tableau qui est finalement assez court, mais très poétique et gracieux, puisqu'on retrouve Wally et Eve qui reviennent symboliser l'amour. On les retrouve en train de danser dans les étoiles, ils partagent une valse, jusqu'à ce que la scène devienne un peu plus tragique. Recoucou Romain. Puisque du coup, on a Wally qui se retrouve pris par l'électricité de Eve qui chute, Eve qui est paniquée, qui vient le sauver. Mais ça reste un tableau qui est vraiment très joli. Voilà. Mais on retrouve un peu la mélancolie qu'on avait au début. Donc, au final, l'enchaînement est plutôt logique, cohérent et tout est bien orchestré. Et on reste dans le thème de l'espace. Voilà. Et on reste dans le thème de l'espace et on reste dans le thème de l'amour. Et on reste dans le thème de la danse, puisqu'encore une fois, ça valse. Oui. Je vous laisse donner votre avis. Non, je suis passé juste en vert chronique Disney. Parce que moi aussi, je fais du mapping chez moi. Non, mais très belle scène aussi. On reste en plus dans l'espace. Enfin, il y a une logique. Moi, j'aime bien quand il y a de la logique. Rien à dire. Oui, moi non plus. C'est vraiment la magie de l'amour qui est mise en avant, hein, puisqu'on va retrouver aussi Carl et Ellie, etc. Et donc, voilà. Ce sont les jolis sentiments. Et c'est très beau. On va essayer un peu d'accélérer parce qu'il est déjà 21h08. Il reste quand même pas mal de scènes, il me semble. Oui, parce que là, je viens de parler du 7 et au final, j'en ai noté 12. Bah, ce que je vous propose, c'est que si jamais les scènes vous ont pas marqué, par exemple, si vous voulez dire quelque chose en plus, vous levez la main, vous criez, vous dansez, Ok. et on s'arrête et on parle de la scène. Sinon, je te laisse enchaîner un petit peu Mégane jusqu'au final. Pas de souci. Tableau suivant, comme je vous le disais tout à l'heure, bah là on a le retour de La Belle et la Bête avec un très joli travail de drone puisqu'on a la rose qui est formée par les drones avec des pétales qui se détachent. Et on retrouve en mapping sur le château plusieurs scènes iconiques du film. Là, c'est vraiment un enchaînement de tableaux dédiés à l'amour parce qu'on va avoir plusieurs couples qui se succèdent. On va avoir Ariel et le prince Eric. On va avoir Flamme et Flaque, une jolie du coup référence à Élémentaire. Surprenant mais très appréciable, on a Tarzan et Jane qu'on voit peu. Encore les années 90. Exactement. Je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, je pense que mon hypothèse, elle est valable. On a Aurore et Philippe également. Et on termine avec Karl et Ellie. C'est vraiment un tableau qui est très romantique et très doux.
Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire si ce n'est que ce sont vraiment des messages d'amour. L'amour change de nouveau. Donc là, on retrouve un peu ce qu'on avait vraiment dans les tableaux 1 et 2, puisqu'on passe de l'amour d'un couple à l'amour de la famille. Et on bascule cette fois dans l'univers de Coco. On a la chanson Souviens-toi, donc la petit pincement au cœur. J'ai versé une larme, je l'avoue. Je pense que t'es pas le seul. Parce que cette scène, vraiment, on entend les premières notes et tout de suite, on a le cœur qui se serre et les yeux qui s'embuent. On a cette fois, de nouveau, comme sur le tableau 2, avec vice-versa, des souvenirs, puisqu'on a Mama Coco qui est enfant, on a Carl et Ellie qui sont allongés dans l'herbe en étant plus jeunes, souvenirs des années 90 pour toi, Romain, Bambi et sa mère, qui gambadent. Bambi, années 90 Peut-être, oui, je me trompe peut-être un peu dans mes dates. Mais bon, voilà, c'est ta nostalgie que tu voulais de... C'est vieux, Bambi, c'est très vieux. C'est plutôt la génération de Laurent. Ah, dis pas ça, tu vas te faire têche, hein. Mais bon, voilà, on a quand même ce retour, pour la première fois avec Bambi et sa mère, à un très vieux Disney, du coup. Ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On n'avait pas de vraiment classique à proprement parler les tout premiers, quoi. Pinocchio. Ah oui, c'est vrai, on avait Pinocchio, très juste. Non, justement, je trouve qu'il y a, même s'il y a beaucoup de récents, il y a quand même quelques anciens, donc les Oui, clips mais étaient de plutôt pas mal. Mais du coup, ce sont des souvenirs assez nostalgiques qui évoquent l'enfance et l'insouciance. Romain, tu as de nouveau dit Non, mais je sais, ne me regardez pas. Voilà, donc là, on est encore une fois sur des messages d'amour plutôt liés à la famille, avec des évocations du coup d'enfance et toute l'insouciance qui lui est rapportée. Ah, c'est drôle parce que moi, je ne l'ai pas pris comme ça, en fait. Moi, je l'ai pris plutôt pour les souvenirs de ceux qui nous ont quittés. Dans le sens où les scènes, là, on a Coco, la chanson, elle fait quand même référence au grand-père disparu. J'ai l'impression aussi que quand on voit Carl et Ellie, bon voilà, la maman de Bambi, etc. Et puis ça se finit quand même sur le Roi Lion, avec la chanson la plus puissante qui existe, hein, n'est-ce pas? Et qui, moi, me donne des frissons à chaque fois, Il vit en toi, et qui est le souvenir de Mufasa. Ah oui, là, tu anticipes mon prochain tableau. Ah, mais je pense Pour que les deux moi, sont ça liés, fait partie du même tableau. Pour moi, ça fait partie du même tableau, en fait. Effectivement, mais ça dépend vraiment de la lecture qu'on en fait, tu vois. Moi, j'ai vu plutôt la jeunesse, toi, tu as vu, du coup, je dirais presque le deuil. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai préparé le live, j'ai scindé mes tableaux. Mais c'est une lecture très intéressante que tu fais parce que je me permets de le glisser. Je suis en train de rédiger la fiche de ce spectacle pour Chronique Disney. Et du coup, ça va me permettre d'ajouter cette touche. Et merci de partager ton point de vue. De rien. Je me permets de m'excuser pour mon fond qui est quand même moins stylé qu'avant. Avant, j'étais mieux placé. Maintenant, j'ai plus qu'un très beau sabre laser. Oh. Il y a Laurent qui parle d'Avalonia. Non, il n'y avait pas Avalonia. Non, il n'y a pas Avalonia. Non, il n'y a pas Avalonia. Désolé. J'ai pas l'impression. J'ai pas souvenir. Après, c'était pas un très bon dessin animé, on va pas se mentir. Je sais pas. Je pense pas qu'ils ont voulu le mettre en avant. Non, je sais pas mis en avant. Il n'y a pas Avalonia. Mais je suis d'accord avec Virginie sur sa lecture. Alors, je dirais pas que c'est la scène, parce que la magie du deuil, c'est pas terrible. Non, mais les souvenirs des personnes. Souvenirs, ouais, des personnes. Enfin, moi, je l'ai plutôt interprété comme ça aussi. C'est vraiment, surtout avec He Lives in You, qui en plus, est intéressant parce qu'il y a un mélange. C'est anglais, non? Oui. Ah oui, voilà, les deux en même temps. Et ça, c'était vraiment chouette. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a plusieurs lectures et sinon on a déjà 2 lectures différentes, possiblement que les auditeurs ont encore d'autres lectures. Et ce serait intéressant s'il y a du coup des avis qui viennent dans un sens, dans un autre, ou même dans plein de sens, que le débat soit ouvert du coup sur le forum. Et n'hésitez pas à nous partager
vos avis sur ces différents tableaux, c'est hyper intéressant. Je suis d'accord. Et donc, vous avez anticipé le tableau suivant dédié au Roi Lion. En fait, vu que la scène est assez longue, même plus longue que les précédentes, c'est pour ça que je lui avais dédié un petit paragraphe à part entière. On a quand même Rafiki qui tient un rôle majeur puisque il est vraiment le support de toute cette scène. Il accompagne Simba, il accompagne la lumière et il représente l'espoir. On revit du coup la mort de Mufasa, on a cette apparition de Scar, on a ces messages d'espoir, de vie, de sagesse. Et on a du coup, il vit en toi, comme vous en parliez. J'ai trouvé que cette scène était vraiment d'une très grande poésie. Et pour moi, c'est vraiment un très beau retravail du Roi Lion qui est quand même assez présent à Disneyland Paris. Mais là, il est vraiment apporté d'une nouvelle manière que j'ai trouvé agréable à redécouvrir en fait. Parce que c'est pas le Roi Lion qu'on a l'habitude de retrouver dans tous les spectacles. C'est pas les scènes qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, on ose aborder quand même la question de la perte, du deuil et de la douleur aussi. Mais c'est pas lourd en fait. C'est très bien amené. Voilà. Une amie m'a dit, et du coup je la remercie, parce que du coup je peux réutiliser ça et paraître brillant, que c'est très bien qu'on a le Roi Lion et pas avoir encore un énième Hakuna Matata. C'est vrai. Oui. Voilà. Donc merci à toi de me faire paraître intelligent en société. Mais je pense qu'ils ont compris que dans le spectacle du Roi Lion, justement, Prideland, les deux chansons phares sont effectivement c'est la chanson Il vit en toi et puis la chanson aussi de Nala. Et donc, Il ils vit ont en fait toi un choix. Il n'est pas dans le Roi Lion. Ah, il est dans le spectacle. Oui, non, mais dans le dessin animé, il n'y est pas. Mais justement, ce sont des Et- chansons qui ont été créées pour la comédie musicale. Et ces chansons, elles font. Il me semble que ça a été créé pour la comédie musicale. Oui, je ne sais pas s'ils l'ont pas refusé dans le 2, peut-être. Peut-être. Je vérifie l'information. Mais oui, c'est super. Enfin, moi, je suis d'accord, c'est super. Mais effectivement, comme c'est un moment fort du musical qu'il y a à Frontierland, forcément, je pense qu'ils ont choisi de le prendre et c'était toute une symbolique d'être, parce que pour moi, c'est effectivement le même tableau, dans le sens où la narration, elle commence avant ce tableau et elle recommence après ce tableau. Ça allait pour moi avec le reste, avec Carl et Ellie et avec tout ça. Puisque les moments de narration, pour moi, sont en début et en fin de tableau. Je ne sais pas si tu as constaté ça, Mégane. Oui, totalement, parce que la narration au milieu des scènes, je trouve qu'elle se fait par les paroles des chansons. Voilà. Et du coup, c'est quoi la prochaine scène? J'attendais voir si tu avais quelque chose à rajouter, Non, Romain. non, j'avais rien à ajouter, c'est pour ça que je fais la transition, moi. Et donc, avant-dernière scène, cette fois, on retrouve Encanto. Donc là, on termine sur vraiment quelque chose qui est à l'image de la famille Madrigal, donc qui est assez explosif, avec beaucoup de personnages, beaucoup de couleurs. Il y a du mouvement dans tous les sens. C'est au final très représentatif d'Encanto. L'ambiance est parfaitement représentée. Surtout, on retrouve Ne parlons pas de Bruno, la chanson que tout le monde adore. Mais elle est super bien amenée, elle n'est pas trop longue non plus. Enfin, le découpage a vraiment été bien fait pour que ça souligne la scène et le dynamisme sans que ce soit trop lourd. Mais c'est surtout qu'elle amène la notion de pardon et l'amour de la famille, le soutien et le fait de croire les uns dans les autres, qu'on ne se laisse pas tomber. Le pardon, je l'ai dit. Et comme ce dont on parlait tout à l'heure avec Virginie très rapidement, pour la première fois, je suppose du coup, mais à confirmer, mais de mes recherches, c'est la première fois qu'on a une chanson en espagnol en France. Et là, pour le plaisir de vos oreilles, je vous redis le titre, Dos Uruguitas. Et la LV2, elle est là. J'ai fait italien. Donc il y aura Luca,
Moi, je vais fuir. Moi, c'est bon pour aller commander à la pizza Balanoté, là, par contre. Pasta al pesto, hop, c'est bon. Non, mais oui, bah, la chanson en espagnol, je reviens un peu là-dessus, mais bah, après, c'est stratégique de la part aussi Disneyland Paris et des visiteurs espagnols, parce qu'ils sont quand même nombreux. Hein, bah, Oui. enfin, voilà. Enfin. Mais surtout, si je peux me permettre de donner mon avis, pour moi, tu sais, Romain, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais moi, c'est ce tableau-là le plus sombre de tout le spectacle, parce que le début avec Bruno est quand même très noir, très teinté de couleurs sombres, et on a quand même Bruno qui est reclus, isolé, traité quand même comme un pestiféré avant justement qu'on vienne le chercher, qu'on le réinclue à la famille. Et du coup, ça inclut toute cette notion de famille que l'on recompose et d'amour, de soutien. Et voilà, il y a beaucoup de bienveillance dans ce tableau. Oui. Et après, c'est en transition, c'est là avec la famille, avec les scènes précédentes du Roi Lion, il vit en toi. Enfin, pour moi, la transition, enfin, c'est logique. linéaire, c'est propre. Enfin. C'est fluide. Oui, ben là, on est sur la magie de la famille. Et puis bon, en même temps, effectivement, on met en avant l'un des films qui allait mieux marcher ces dernières années, et notamment la chanson. Et alors moi, je l'ai pas vu, mais la narration est toujours appuyée par des drones, hein, je présume. Oui. Oui. Donc, et pareil, enfin, sur Main Street, toujours très bien appuyé par des projections. Enfin, c'est vrai qu'il y a une vraie immersion, le côté un peu 360 degrés. D'ailleurs, je tourne sur ma chaise pour l'illustrer, qui est quand même assez super. Enfin, moi, voilà. J'avoue que mes notes pour le spectacle étaient déjà tellement longues que je suis pas rentrée dans le détail des projections d'eau et des lasers, hein. Non, non, mais après, on peut pas faire tout le détail. Sinon, notre live va durer toute la nuit. Et on arrive du coup sur la scène finale. Alors là, c'est pas une scène à proprement parler, c'est plutôt une succession d'images de personnages emblématiques des univers à la fois Disney et Pixar. On retrouve balayés tous les personnages que l'on a vus dans le spectacle, enfin dans l'ensemble des 11 tableaux dont je vous ai parlé précédemment. Mais on a également l'apparition d'autres personnages. Donc pour la première fois, on voit Blanche-Neige. On a Elsa, Anna, Christophe et Sven. On a Tiana et Naveen, quoique ils apparaissent aussi à une autre scène de mémoire. Mais on les voit un peu plus. Là, c'est vraiment sans construction. C'est une cavalcade de personnages. Le tout est accompagné d'effets pyrotechniques, de jets d'eau et de jeux de fontaine pour souligner, avoir un final explosif. On a quand même beaucoup d'effets pyrotechniques sur différentes échelles pour créer un final qui soit explosif et du coup avoir une scène finale digne de ce nom. Et on a du coup la fin de la narration qui rappelle ces messages d'amour, de bienveillance, de paix et d'espoir. Voilà, c'est une jolie conclusion à toute la narration qui est apportée depuis le début du spectacle. Une bonne fin vu le contexte actuel. Eh ben, écoute. Tu veux réagir sur le final, peut-être, Virginie et Megan Oui, aussi, je d'ailleurs. dirais que ça rappelle un peu ce final où Wondrous Journée de Disneyland ressort et que l'on bat leur record de personnages présents dans cette scène. C'est qu'il y en a beaucoup, je pense que t'as pas pu tout citer, Megan, c'est pas possible, et c'est normal, mais il y en a beaucoup. Ah oui, mais quand j'ai vu la longueur de mes notes, j'ai fait vite, j'avoue. Oui, et donc effectivement, c'est un final qui se veut un peu grandiose. Et bah, t'as aimé, du coup, le final. Oui, j'ai aimé le final, oui. Oh, et toi, Megan, t'en as pensé quoi Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce final parce que c'est vraiment explosif dans le sens où on en prend plein les yeux à tous les niveaux, que ce soit sonore, visuel, mais visuel à la fois dans les effets autour et sur le château. Sur Main Street également, j'ai trouvé que c'était vraiment 360. Mais j'aurais aimé peut-être des explosions un peu plus waouh, comme ce qu'on a eu sur les autres spectacles. Mais j'ai cru lire, je prends beaucoup de pincettes pour dire ça, mais que Disneyland Paris n'a pas le choix que de réduire de contenir les effets. Voilà, Je pourrais pas dire. Voilà,
à prendre avec beaucoup de recul, hein. Mais j'ai lu qu'il y avait quand même besoin de faire attention aux bruits liés aux explosions, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a Mickey dans le spectacle? Question de Timon Timové. Eh bien, est-ce que là, on arrive sur les 3 points positifs, les 3 points Non, mais négatifs? est-ce qu'il y a Mickey dans le spectacle? Non. Non. Ouais, d'accord. Non, il n'y a pas Mickey. Je n'ai Oui. pas souvenir d'avoir vu Mickey dans le spectacle. Non, il Ou n'y est alors- pas. Ouais, donc là, ce que je vous propose, hein, parce que là, du coup, on a vu scène par scène, et notre avis de façon un peu globale. On va déjà chacun donner une note sur 20 au spectacle. Voilà. Virginie, à part si tu veux pas passer en premier, enfin, si tu voulais que je passe en premier. Combien Je tu donne une donnerais note, sur 20? je donne juste la note là. Juste la note. 18 sur 20. Ah, 18 sur 20. Mégane? J'ai Sachant que toi, donné- Mégane, tu l'as vu en vidéo, et enfin, moi, j'aime bien parce que, comme je disais, c'est Oui. un nouveau mode de consommation, donc combien tu mettrais? Moi, j'ai mis 16 sur 20. 16 sur 20. Et ben, je pense que je mettrais également un 16 sur 20, parce que je n'ai pas vu le spectacle en conditions optimales. Je pense que la note pourrait monter, mais enfin voilà, du coup, j'ai donné mon avis, après vous donnerez vos avis, et après on fera le petit classement dont on a parlé. Donc je donne 16 sur 20, parce que moi, j'ai quand même énormément aimé la bande son, l'orchestration musicale, le côté immersif sur Main Street. Enfin, on voit que quand même le spectacle aussi a pris à rattraper ses 15 ans de 15 ans, non, peut-être pas. C'est 12 ans de retard sur Dreams, hein, parce que Dreams, ça a commencé à dater, donc on sent que voilà, ils ont remis le matos qu'il fallait, enfin, la qualité de l'animation, c'est voilà, t'as vraiment en plus maintenant, même si moi je l'ai pas vu, l'intégration des drones de Dronisos, en plus, hein. Dronisos, société française située à Bordeaux, précisons-le, cocorico. Donc voilà, moi je trouvais ça super, mais voilà, comme je l'ai vu dans Situation dégradée, je donnerais qu'un 16 sur 20. Mais voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Il y a un fil narratif, ça peut-être qu'on reviendra aussi sur les points positifs, points négatifs, donc j'ai bien aimé. Et donc j'ai quand même donné les points positifs points négatifs. Point positif, il y a un fil conducteur. C'était mon gros reproche par rapport à Disney Animation. La qualité d'animation et la bande son, voilà, c'est un peu mes points positifs. En point négatif, il manque une scène avec les méchants. Voilà. Moi, j'aime bien les scènes avec les méchants. C'est une tradition du Disney dans les spectacles, il y a toujours une scène avec les méchants. Là, il n'y a pas. Voilà. Mais ça reste quand même un bon 16 sur 20 qui montrait sûrement à 18 si je le voyais en conditions optimales. Voilà, donc votre avis et les 3 points positifs et 1 point négatif, Mégane, parce que du coup, tu avais commencé, Mégane. Je rejoins ce que tu as dit. Je partage ton avis, Romain. Moi, je reprends un point négatif que j'ai commencé à aborder tout à l'heure. C'est qu'il y a parfois les mêmes personnages qui reviennent alors qu'on aurait pu en placer d'autres pour apporter un peu plus de variété et de diversité. Par exemple, plutôt que de voir plusieurs fois Belle, plusieurs fois Aurore, avoir du coup un peu plus de changements, sans pour autant forcément remettre la Reine des Neiges qui est très bankable, mais on aurait pu avoir un peu plus Blanche-Neige pour avoir le rappel avec la toute première. On aurait pu avoir Pocahontas d'ailleurs la voix. Mais voilà, on aurait pu avoir un peu plus de diversité quand même. Ensuite, moi, j'ai déploré l'absence de Mickey et de ses amis. J'aurais aimé les voir. Au moins une fois, c'est un clin d'œil qui, pour moi, manque à ce spectacle. Et j'ai trouvé qu'il y avait moins d'effets waouh d'un point de vue pyrotechnique. Et... J'avais donné 3 points positifs et un négatif, je t'avais versé là. C'est pas grave. Pardon, j'ai mis 3 négatifs, un positif. Parce que du coup, tu donnes 16 sur 20, mais t'as donné beaucoup de points positifs. Est-ce que du coup, tu veux donner 3 points positifs, s'il te plaît? Alors, oui, mais pardon, j'ai mal compris. Non, mais pas de problème, pas de problème. Désolé, du coup, tu donnes 16 sur 20 et tu sors la liste de critiques, ça fait un peu bizarre. Non, mais tu vois qui est l'élève qui dort au fond de la salle et qui se réveille en faisant les noms. T'inquiète pas, c'est moi qui n'ai pas été clair, je pense. Du coup, 3 points positifs, s'il te plaît. 3 points positifs. Alors, j'ai mis la jolie construction de l'histoire. Tout se fait de manière simple, parfaitement développée. C'est linéaire, c'est fluide, ça coule de source, on ne se pose pas de questions. J'ai aussi noté la qualité technique
qui a été utilisé dans les mappings, que ce soit sur le château ou sur les façades de Main Street. C'est vraiment une innovation qui est remarquable. On ressent à quel point Disneyland Paris est monté d'un cran dans ses capacités, dans ses compétences. Et j'aimerais beaucoup souligner la narration en voix off, tantôt français, tantôt anglais, qui vient souligner les scènes et qui apporte vraiment quelque chose de plus que les chansons. Voilà. À toi, Virginie. Alors, pour moi, le premier point positif, c'est que j'ai adoré ce spectacle, dans le sens où je le place au-dessus des 2 précédents spectacles, même au-dessus de Disney Dreams, dans le sens où je trouve que c'est un équilibre parfait sur toutes les innovations technologiques qui existent aujourd'hui et qu'il n'y a pas assez de feu ou pas assez, c'est que tout est équilibré, justement, chaque effet est là pour servir une histoire et ils servent parfaitement toute l'histoire qui est racontée. C'est très simple, en fait. Tout le monde peut comprendre l'histoire, là, il n'y a pas besoin. Je veux dire, c'est le premier spectacle où il n'y a pas forcément besoin d'être tout devant pour voir une partie des projections. C'est vrai. À n'importe quel endroit que l'on se trouvera, on verra quelque chose et on pourra en profiter. Et ça, je l'ai bien vu quand j'ai vu le premier soir où effectivement, les gens on était vraiment très nombreux, il y avait des gens, et pourtant tout le monde était très heureux d'être là. Parce que même en regardant que les projections dans Main Street et tout, on peut comprendre le spectacle et on voit tous très bien, quel que soit l'endroit où l'on se place. Et ensuite, il y a un parfait équilibre entre les drones, les projections, les effets de fontaine et les feux. Il n'y a ni trop peu, ni pas assez de feu, ni trop de feu. C'est juste équilibre pour qu'il soit au service de l'histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai aimé que la différence de Disney Illumination, on n'est plus mis de parties live, de films live, de Star Wars, de choses comme ça, parce que je trouve que pour parler de le thème et la magie, on aurait pu parler de la magie de Star Wars et tout, puisque la force, tout ça. Mais Star Wars. Hein? Il n'y a pas Star Wars. Non, mais en fait, je trouve que c'est mieux d'avoir mis en avant l'animation et d'avoir fait un bon équilibre en mettant beaucoup de films différents et d'histoires différentes, parce que Illumination souffrait d'avoir fait des scènes à rallonge. Et effectivement, il n'y a peut-être pas beaucoup de Reine des Neiges dans ce spectacle, mais finalement, cette Reine des Neiges, elle va être beaucoup mise en avant dans le futur, dans le nouveau parc, si on veut, dans le futur, enfin, ce qui sera. J'oublie le nom à chaque fois de. La future zone. La future zone Frozen, on va dire. Et donc, du coup, je pense que c'est bien aussi. Après, c'est vrai qu'on met encore en avant le Roi Lion et Encanto qui marche bien, mais bon, voilà, ça marche très, très bien à chaque fois. Mais je trouve qu'il y a un bon équilibre sur l'histoire et que c'est très bien fait. Et la voix off, effectivement, est très bien. Le fait qu'il y ait une partie en français, une partie en anglais, mais qui se répondent, que ce ne soit pas la même chose qui soit forcément racontée, que ça se suive, que ça ne fasse pas redondant. Ça, c'est très bien. Moi, mon seul point négatif, en fait, il est sur la chanson phare. Ah, j'ai noté le nom, mais j'ai fermé. Live in Magic, quelque chose comme ça. Exactement ça, Live in Magic. Live in Magic. En fait, je la trouve pas assez percutante par rapport aux chansons qui avaient été créées à la fois pour Disney Dreams et à la fois pour Illumination, où vraiment on repartait vers quelque chose, voilà, ça procurait des frissons, de l'émotion. Là, je trouve qu'elle est un peu en retrait par rapport au reste. En fait, je pense qu'elle n'est pas assez percutante, à ton avis, parce qu'elle est entrecoupée. On l'a un peu au début, ensuite on a les tableaux avec les chansons Disney, on a la narration qui vient compléter les paroles de la chanson, on la retrouve à la fin. En fait, si on l'entendait peut-être en une fois, elle serait plus marquante que là, disloquée. Mais c'était déjà le cas dans Illumination, hein. On l'avait au début, on l'avait à la fin, et pareil dans Dreams. Et donc du coup, et là pourtant on ressentait de nouveau le frisson de l'émotion de ce moment intense qui montait. Là, je trouve que le final est peut-être moins percutant que tout le reste de l'histoire.
Ah, écoute, je te remercie pour ce c'est vrai que c'est intéressant, quoi, je j'avais pas réfléchi, je vais y réfléchir du coup, à ce point faible. J'ai fait mes points moi ou pas? Je sais plus. Oui. Oui, OK. On a une question du coup de Corentin dans le chat. Est-ce que les drones sont-ils essentiels comme pour la Disney Electrical Sky Parade? Pour les malchanceux comme moi, c'est intéressant de savoir s'ils sont dispensables. Bah, typiquement, nous, on a fait la visite, jeudi dernier, où il y a eu beaucoup de vent parce qu'il y avait la tempête Eowyn qui passait. Tu sentais qu'il manquait quelque chose, mais le spectacle restait agréable. Tu sentais qu'il Le manquait quelque spec chose. le spectacle peut se voir sans les drones. Après, ils apportent quand même un gros plus. Tu pas l'effet waouh Mmh. des drones, C'est ça. mais c'est pas, enfin, c'est vrai que Disney Electrical Sky Parade, tu pas les drones, tu plus rien, quoi. Oui, Là, quand tandis tu que quand là tu les projections, ça peut passer, mais c'est vrai qu'après ça, bah, perd quand même, de l'intérêt Bah, du en spectacle. fait, vu que les drones sont très liés au mapping, si on les retire, ça manque un peu de complément et on perd un peu cet effet de création à 360 en fait. Parce que là, les drones, je trouve qu'ils viennent vraiment agrandir l'espace. Et je dis pas que si on n'a pas les drones, ça referme l'espace, mais on sent qu'il manque quelque chose, comme par exemple la scène de La Belle et la Bête où les drones sont en forme Image de spéciale. rose et qu'on a les pétales qui tombent. Si tu retires les drones, bah, il manque quelque chose. Ou à un moment donné, les drones forment un agrandissement du château puisqu'ils viennent et forment des tours supplémentaires. Si tu les retires, bah, tu as moins cette notion d'agrandissement. Mais si tu les as pas, tu perds pas le message pour autant. Voilà. Oui. Ça répond, à la question. Alors pour finir rapidement, parce que du coup, on est en train, j'avais dit 1 heure, j'avais dit 45 minutes, 1 heure sur le spectacle et on est à 1h07. Ça va, ça va. On va juste se classer par rapport au spectacle des, dernières années, donc Disney Dreams, Illumination et c'est pas dans l'ordre, hein, je le fais dans l'ordre chronologique. Disney Dreams, Disney, oh, je sais plus. Il y a eu trop de Disney Dreams différents. Disney Dreams Fête Noël, ah non, je rigole. Où est-ce que vous le mettrez par rapport aux autres spectacles Disneyland Paris? Du coup, Virginie, tu as commencé à dire que tu le mettais au meilleur spectacle des 10 dernières années, du coup? De ces 10 dernières années, oui, puisque en fait, je le mets à égalité avec ce qu'on a eu avant, c'est-à-dire Wishes. Mais bien avant, donc de ces 10 dernières années. Mais pour moi, il est devant Disney Dreams, et il est bon, bien sûr, devant Disney Illumination qui est derrière Disney Dreams. Et du coup, pour le côté technologique, et intégration et Pour le bon équilibre entre tout. Pour l'équilibre, mais aussi pour ce fait que c'est le premier spectacle où on a une immersion totale, en fait. On est vraiment au cœur de la magie parce que jusqu'à présent, c'était des Ouais, projections sur le château et là, maintenant, c'est une projection qui nous englobe, totalement. Donc, du coup, on a l'impression d'être au milieu de la magie et j'ai ressenti ça une seule fois quand j'étais justement, alors qu'ils n'ont pas ça dans Main Street, hein, à Happily Ever After, quand on est dans la cour du château et qu'on regarde le spectacle et qu'on a les feux d'artifice qui sont tout autour de nous, en fait. Et bien là, c'est pareil, on a l'impression d'être vraiment au cœur du spectacle Ah ouais, je et d'en comprends. être un peu acteur. Donc pour ça, il est juste au-dessus de Disney Ah ouais, Dreams. j'aime bien ton avis. Parce que moi, je vais te donner un autre argument, mais du coup, toi, Megan, c'est un peu plus compliqué de classer vu que tu as vu celui-là que en live, en vidéo, pardon. Donc, je te laisse soit répondre à la question, soit je t'en pose une autre, comme tu veux. Et J'en prends l'autre une autre. serait. T'en prends une autre? Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un bon show à regarder en vidéo par rapport à Disney Dreams ou Dissimulation, justement par ce côté immersif que tu as pas en vidéo forcément, voilà, qu'est-ce que tu penses, de ça? Mais écoute, je pense que c'est un bon show à regarder en vidéo à partir du moment où tu as une bonne vidéo. Et ce que j'aime bien, c'est que on retrouve un peu ce côté d'avoir à regarder plusieurs vidéos, tout comme tu te placerais à différents endroits sur Main Street pour pouvoir profiter de l'ambiance D'accord. complète. Tu vas regarder tantôt une vidéo qui est placée vraiment devant le château pour profiter du mapping et de tous les jeux d'eau. Tu vas regarder une vidéo qui va être placée au milieu de Central Plaza pour pouvoir voir les mappings sur les façades. Et tu peux même en regarder une troisième qui alterne les points de vue pour justement avoir un peu plus de variété. Donc au final, tu arrives à recréer depuis ton salon la même immersion que si tu étais là-bas. OK.
Merci pour cet avis, c'est intéressant à savoir. Du coup, moi, je vais plutôt passer sur le classement. Donc, enfin, je vais les classer comme si j'avais vu les drones, etc., bien sûr. Moi, je le mettrais quand même en dessous de Dreams, de Disney Dreams. Mais pas du tout pour la même raison. Parce que déjà, bon, le côté technologique, ça, c'est. Est-ce que si Dreams était fait à notre époque, ça serait forcément mieux. Moi, je le mettrais plus par rapport au fil conducteur que je préférais dans Disney Dreams, parce que c'était l'ombre de Peter, que tu suivais à les tableaux. Je trouvais ça plus original. Voilà, c'est pour ça que je pense que je préfère Disney Dreams. C'est une question de goût. Et après, une question d'affect très personnel, c'est que moi, Disney Dreams, c'était un spectacle sur lequel j'ai bossé en tant que guest flow pendant la première saison, où en plus, t'avais la Fantillusion. Enfin, bref, du coup, j'avais un gros affect là-dessus, mais voilà. Mais c'est vrai que ce côté, je trouve le fil narratif un peu plus classique, un peu plus classique, et du coup, je le mettrais légèrement en dessous, même si j'ai énormément aimé peut-être à égalité, allez, je vais être sympa, je vais mettre à égalité. Mais élimination bien en dessous. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour cette discussion très intéressante, parce que du coup, on a eu des points de vue un peu différents. C'est très sympa sur Disney Tales of Magic. Je le fais j'essaie d'avoir un accent que je n'ai absolument pas. Enfin, voilà. Donc, je pense que tout le monde le recommande dans l'équipe ici, dans l'équipe Chronique Disney. Je crois que j'ai quasiment pas vu d'avis négatifs. J'ai même vu des gens dire on va reprendre des Disneyland. Ça pourrait nous convaincre de reprendre Disneyland Pass. On rentre dans la polémique. Enfin voilà. Donc après, surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur Disney Central Plaza. Enfin, vous trouvez des avis de plein de gens. Et en plus, les modérateurs sont très sympas. Je vous le dis. Voilà, du coup, donc on va clôturer ce sujet. J'ai pas encore travaillé les transitions, etc. Et on va aborder une autre section qui va être très courte, 5-10 minutes. Restez avec nous. D'actualité. Donc, comme c'est une première, je vous explique un peu le concept. L'idée, c'est que j'ai un peu regardé l'actualité des 2 dernières semaines, parce que sinon ça fait un peu beaucoup. Et j'en ai sélectionné quelques-unes que je voulais juste vous en parler. Donc ça va aller très vite, c'est pour faire un bref de l'actu. Mais voilà, c'est des news des nouvelles qui ont été sélectionnées par moi, parce que pour moi elles étaient intéressantes. Ce n'est pas exhaustif. Je vous rappelle que de toute façon sur le site chroniquedisney.fr, on a une section actu, donc surtout n'hésitez pas à aller voir, et que on parle aussi actu sur le forum Disney Central Plaza. Donc je vais aller assez rapidement. Hop, normalement j'ai préparé quelques petites scènes. Et après je vous solliciterai un petit peu Mégane et Virginie. Notamment pour la Floride où il y a des concept art des spectacles ici en intérieur au Disney Studio. Unfairly Ever After qui va débuter cette année. Donc c'est Disney Villains Unfairly Ever After où les méchants Disney vous expliquent pourquoi on les maltraite. Ils sont tristes car on les traite de façon injuste. Donc voilà, un petit concept art qui est hyper intéressant parce qu'on voit aussi énormément de personnages. Avec aussi des personnages des années 90, on revient là-dessus, notamment je vois Atlantide, voilà, enfin des méchants moins connus, genre le méchant de Lilo et Stitch. Enfin, c'est un peu voilà, donc très intéressant. Donc je voulais vous en parler assez rapidement. Donc voilà, il y a les conservés qui sont sortis, donc c'est 2025. On a également eu, hop, je me suis trompé de visuel, c'est pas grave. Je me suis planté, ça arrive. Donc il y a aussi un nouveau spectacle de La Petite Sirène qui va sortir, The Little Mermaid Musical Adventure au Disney Hollywood Studio, donc qui va sûrement remplacer l'ancien. Et on a eu aussi quelques annonces sur Disney Starlight Dream the Night Away, qui va être nouveau spectacle nocturne au Magic Kingdom. Donc je vous laisse aller voir sur Disney Central Plaza et sur le site chroniquedisney.fr pour plus d'infos. Autre actu, la nouvelle scène dans Haunted Mansion avec la mariée Constance Hatchaway. Moi, c'est une scène que j'ai toujours trouvée très mal faite, on va pas se mentir. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié. Donc, avec la revoiture de Haunted Mansion qui a eu lieu, la scène a été refaite et elle a l'air beaucoup plus convaincante. Alors, mon numéro 3, du coup, moi, je suis très parc, je suis désolé. Voilà, je vous le dis. C'est la fermeture du restaurant Melrose le 10 mai, ça c'est pas très grave. Et surtout de Muppets Vision 3D le 7 juin. Donc voilà, allez-y, ça va fermer pour faire place à la zone Monstres et compagnie. Mais vous inquiétez pas, les Muppets seront toujours présents dans Rock'n'Roller Coaster. Voilà, le petit visuel de Disney qui est sympa.
Voici, je pense que j'ai fait le tour d'actu parc. Côté cinéma, non, j'en ai oublié une où Fil Info a été sorti sur la Cour des comptes qui épingle un peu Disneyland Paris. C'est très intéressant si vous aimez l'histoire de gros sous. Je vous invite à aller le voir où la Cour des comptes dit que bon, peut-être la convention elle est peut-être un peu trop avantageuse pour Disneyland Paris. Donc ça c'est intéressant à lire. D'un point de vue cinéma, il y a Vaiana qui a dépassé les 2 milliards, qui est quand même pas mal. Enfin, il y en a 2 bien sûr, qui a dépassé le milliard, pardon. Voilà, Vaiana 2 qui a dépassé le milliard. Oui, c'est plus logique. Donc c'est quand même un joli. Et ensuite, on a les 15 nominations aux Oscars de films Disney. Donc avec Complete Unknown de Searchlight Pictures qui a 8 nominations. Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Support Actress, Best Support Actor, Best Adapted Screenplay, Best Sound and Costume Design. Voilà, donc 8 nominations pour un film, c'est toujours pas mal. Hop, deuxième film, hop, je prends mes notes, parce qu'il y a quand même beaucoup de films. Real Payne de Searchlight, qui en a eu 2. On a aussi Allen Romulus qui a eu une nomination aux Oscars. Elton John, Never Too Late, qui est d'ailleurs un Disney Brand Television. Vice Versa 2, donc de Pixar, qui a eu la nomination pour le film d'animation. Kingdom of the Planet of the Apes, donc de la 20th Century Studio, pardon, Best Visual Effect. Et on a également, pour finir, un petit documentaire de National Geographic. Désolé, c'était un peu dense, peut-être que j'aurais dû réduire le côté nomination aux Oscars. Et enfin, une dernière actu qui est très importante pour nous, franco-français. Tu peux peut-être le présenter, Virginie. Tu m'en as parlé. Ok. Alors, Disney a enfin obtenu, je vais repasser sur une vue normale, quelque chose de très intéressant pour sa plateforme de streaming, puisque en contrepartie de reverser 25% de son chiffre d'affaires de Disney+ en France pour produire des films français, donc ils sont engagés sur 70 films, Disney a obtenu un changement de la chronologie des médias, puisqu'ils pourront sortir les films sur la plateforme au bout de 9 mois au lieu de 17. C'est quand même pas mal, sachant que Canal+ sont à 6 mois. Donc à mon avis, Canal+ va très fortement râler, mais voilà, on pourra enfin voir des films Disney récents, 9 mois, sur la plateforme Disney+ en France, puisque Disney joue le jeu en finançant des films français. Voilà un peu le tour des actus que j'ai sélectionnés. Virginie, Megan, est-ce que vous voulez en rajouter une actu ou est-ce que vous voulez dire juste cette actu-là, moi ça m'intéresse, c'est celle que je trouve plus intéressante dans ce que tu as cité. Moi, forcément, la dernière actu, là, c'est celle qui m'a ravie, hein. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça, qu'on ait un peu moins qu'on ait une chronologie qui soit beaucoup plus équitable par rapport au reste de l'Europe, quoi, et puis même du monde. Donc, parce que bon, il faut pas se leurrer, on utilise on utilise tous à un moment donné des moyens genre VPN, pour pouvoir voir les films plus récents. Donc là, quand même, ça met un peu, même s'il y a encore un décalage, la France au même niveau. Et puis, bon, c'est plus l'usage d'aujourd'hui d'attendre plus d'1 an pour regarder un 17 film. mois, 17 mois. 17 mois. Alors, c'était déjà mieux que 36 mois, mais bon, tout de même. Ça restait aberrant. Et puis ça, c'était pas justifié. Donc voilà, parce que c'est quand même c'est Disney qui prend tous les risques. Voilà, c'est un gros accord que Disney a obtenu en France, donc c'est vrai que c'est un peu l'actu, à mon avis, du mois de janvier. Et toi, Megan, tu sélectionnes la même actu ou tu as quelque chose à ajouter Non, moi j'ai quelque chose à ajouter. Une autre actu qui, pour le coup, m'a un peu marquée, même si elle n'est pas marquante au sens premier du terme, mais c'est l'arrivée officielle en France de l'exposition Disney 100, enfin Disney 100 de l'exposition, qui commencera le 10 avril 2025 à Porte de Versailles de mémoire. Les billets ne sont pas excessifs. Bon, après, c'est à rapporter aux bourses de chacun, mais les premiers billets sont à 22 €.
Et pour l'avoir vu à Londres, mais avoir été pressée par le temps et les personnes sur place, je suis vraiment contente de pouvoir retourner la voir en France et pouvoir cette fois prendre le temps de la parcourir dans son intégralité parce qu'elle est vraiment très riche, très belle et vraiment bien construite. Voilà. Bah écoute, merci pour cet ajout d'actu. Voilà, j'espère que ce petit format, parce que je pense que j'ai même tenu les 10 minutes comme prévu, donc ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est quelque chose que je voulais, qui me tenait à cœur d'introduire en fin de live, de ce petit résumé d'actu un peu condensé, très rapide, très succinct. Et voilà, très content de. Enfin, dites-moi si ça vous plaît ou si des améliorations, des critiques. On vous écoute. Écoutez, on se dirige tranquillement vers la fin de ce live, doucement. Donc, je vais d'abord parler de la galaxie Chronique Disney, puisque on l'a cité plusieurs fois, notamment le navire amiral, chroniquedisney.fr, le site, avec des dossiers, des fiches chaque jour, de l'actu, enfin, voilà, c'est fantastique. Merci Corentin, surtout de nous avoir suivis, hein, je te remercie. Après voilà, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, sur Spotify, Deezer, enfin, j'en passe et des meilleurs. Vous avez tous les logos ici. Et bien sûr, je ne peux ne pas citer, je peux pas ne pas citer Disney Central Plaza, donc le forum de Chronique Disney, qui est toujours très vivant avec beaucoup d'avis. Donc par exemple, cette semaine, un sujet qui a été mis avant par le site, qui était celui sur le land de Le Roi Lion. Donc voilà, allez-y, il y a des avis tranchés, des avis moins tranchés. Mais voilà, c'est du débat de fans pur et dur. Pour les lives, j'ai le plaisir de vous annoncer le sujet du prochain live qui aura lieu dans 2 semaines, parce que nous sommes partis sur un format toutes les 2 semaines, le même qu'avant en fait, qui sera un live sur l'amour chez Disney, enfin, dans les dessins animés Disney. Voilà, parce qu'on sera proche de la Saint-Valentin, donc on s'est dit que c'était un très bon sujet. Donc voilà, ce sera le prochain live de Chronique Disney, le live. Et j'en profite également pour vous rappeler que demain, Olivier continue à streamer les jeux vidéo, donc Chronique Disney The Game, avec la continuation du jeu Indiana Jones et mince, j'ai le titre du jeu qui m'échappe totalement. Enfin, du dernier jeu Indiana Jones hein, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc dont il joue depuis le début de l'année. Donc voilà, le prochain épisode est demain, donc je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour regarder Olivier maltraiter des fascistes. Merci à Larin aussi de nous avoir suivis. Voilà, est-ce que vous voulez dire un mot pour la fin ou je conclue, comme vous voulez? Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci pour vos interactions dans le chat. Et merci Romain pour ce joli retour. Merci à toi de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Et merci également Virginie d'avoir été là avec des avis toujours très pertinents et intéressants. Enfin, toujours un plaisir. Merci à vous deux. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, merci encore et je vous donne rendez-vous du coup pour les lives dans 2 semaines. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.